dans la mesure où vous faites appel effectivement à Grenoble INP, le CEA au Captronic, vous pouvez bénéficier effectivement d'un financement pour réaliser soit un projet de R&D, soit une expertise qui visera effectivement à lever des verrous, à travailler sur des projets de R&D dans ces thématiques-là. Donc aujourd'hui, j'accueille effectivement le service du CEA-Leti en charge de la sécurité matérielle et qui va nous parler effectivement donc des problématiques de cybersécurité que rencontrent leurs partenaires industriels et comment est-ce que vous intervenez pour y répondre au vu des normes à venir en la matière. Donc j'invite à présent donc Michael Carmona à commencer la présentation. Merci pour l'introduction. Donc, Michael Carmona, donc je suis responsable du service sécurité matérielle du Leti. Aujourd'hui, on voulait vous proposer nos activités, nos offres autour de la sécurisation et de la caractérisation de systèmes. Donc, pour ça, j'ai fait une petite introduction pour introduire le service, notre positionnement. Et puis, Thomas Loubier qui présentera un élément de contexte CRA qui est important dans l'écosystème cyber, et puis des réalisations concrètes de capacités de test. Et puis Christophe Villemazet, ensuite, donnera également notre proposition, notre offre sur les sujets de sécurisation des objets IoT. Donc, pour comprendre l'innovation sécurité matérielle, puisqu'on est au CEA, il faut comprendre ces vecteurs d'innovation. Donc, il y en a 3. Il y a les nouvelles menaces. Donc, typiquement, l'ordinateur quantique qui mène aujourd'hui à l'émergence de la cryptographie post-quantique. Il faut savoir qu'on accompagne nos partenaires dans cette transition pour comprendre les impacts de cette nouvelle menace. Mais ce n'est pas la seule. Il y a l'IA qui représente une menace réelle. Notamment, il a été montré il y a quelques années en sectionnel qu'elle pouvait avoir un impact, méthode par observation relativement importante. Voilà. Et donc, ce n'est pas les seules menaces, il y a tout ce jeu de menaces qui augmente et qui sont derrière intégrées dans les nouvelles réglementations. Et c'est ça, ces réglementations que suivent le marché. Donc, les classiques sur les hauts niveaux de sécurité, critères communs, EMBCO, mais il y en a des nouvelles, notamment dans des industries où la cyber n'était pas forcément prépondérante et qui devient aujourd'hui incontournable, dans l'automobile, dans l'industrie et puis dans l'IoT. Et c'est pour ça qu'on va vous présenter le CERA, puisque ça va dessiner les contours de la cyber sur ce domaine-là dans les années à venir. Et puis enfin, les innovations d'ordre technologique, donc avec l'IA embarquée. Là, à nouveau, on a une proposition de valeur forte avec des travaux depuis plusieurs années sur les impacts des attaques sur l'IA embarquée. Et puis donc d'autres types d'émergence technologique qu'on n'abordera pas pendant la présentation, donc on évoque dans cette introduction, autour de l'émergence du RISC-V, qui permet de voir la sécurité autrement, ou vraiment des technologies de transistors comme le LTSO. Donc, pour vous donner le panorama du service, c'est environ 80 personnes avec 2 missions principales, si on résume, développer des nouvelles techniques de caractérisation pour aider les partenaires, soit dans l'évaluation de critères communs, soit dans d'autres types d'industries, pour qu'ils comprennent les vulnérabilités de leur système et puissent ensuite se protéger, pour se protéger en soi ou pour accéder à des réglementations. Et puis une partie sécurisation au niveau composants, crypto post-quantique, générateur de nombres aléatoires, et au niveau système. Donc 4 laboratoires, vous avez la présence de 2 laboratoires aujourd'hui, le LSES avec la présentation de Christophe qui vous présentera les aspects au niveau système, et le LTSO qui vous présentera les aspects caractérisation. ITSEF, c'est le CESTI, donc l'activité historique autour de l'évaluation sécuritaire. Et puis le LSCO, si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas à en poser sur tout ce qui est accompagnement au niveau de la sécurité et des impacts de la cryptographie post-quantique. Donc je laisse la parole à Thomas. Merci Mickaël. Donc Thomas Loubier, donc je suis ingénieur-chercheur au CEA-Leti, au sein du laboratoire de tests de sécurité outils où on fait principalement des tests de sécurité sur les systèmes embarqués. Et donc, ça suivant, s'il te plaît, Christophe. Aujourd'hui, je vais vous parler du CRA, donc vous donner un peu une vision au niveau de ce que c'est, de détailler un petit peu plus ce que c'est de ce qu'on entend dans le CRA comme dispositif numérique, donner un petit peu les échéances calendaires de cette réglementation et les initiatives actuelles, juste pour ça n'a pas été introduit, mais le CRA, donc c'est Cyber Resilience Act, c'est une réglementation européenne qui a été signée fin 2024 et qui a pour objectif de renforcer la sécurité des systèmes numériques, des dispositifs numériques qui sont mis en vente sur le marché européen, donc le marché interne.
Et ensuite, ben, voilà, je ferai le parallèle avec nos activités pour voir comment on peut collaborer ensemble. Donc, depuis 2008, pour situer un petit peu le contexte, l'Europe a dessiné un cadre de réglementation qui permet voilà, de renforcer, de réguler les dispositifs numériques qui sont mis en vente sur son marché interne. Donc, il y a plusieurs actes que vous connaissez déjà, tout ce qui est compatibilité électromagnétique, les équipements radio, donc avec la RED par exemple, qui a été mis à jour récemment aussi. On a tout ce qui est dispositifs médicaux in vitro, le CISA, le NIS 2 qui a été mis à jour donc pour tout ce qui est système d'information et réseau, et DORA pour les services, tout ce qui est domaine de services financiers. Et donc très récemment, fin 2024, 2 nouveaux actes ont été signés. Le Cyber Resilience Act, dont on va parler aujourd'hui, l'Artificial Intelligence Act, que vous avez aussi entendu parler. Donc, dans les grandes lignes, les objectifs du CRA, il y en a 2. Donc, c'est protéger les consommateurs de tous les dispositifs numériques qui sont mis en vente sur le marché et de renforcer de façon globale la résilience de ces dispositifs au sein de l'Union européenne. Pour ça, le CRA définit tout un cadre réglementaire qui permet d'arriver à ces objectifs-là, notamment avec la mise en place d'exigences techniques qui sont spécifiées dans l'annexe 1, partie 1, qui rend ces exigences obligatoires pour les fabricants de ces produits tout au long du cycle vie et qui aussi met la responsabilité sur toute la chaîne d'approvisionnement, donc pas uniquement le fabricant, mais éventuellement les mandataires, les distributeurs, les importateurs, voilà, qui rendent tout le cycle de vie d'un dispositif. Quitte à harmoniser les différents standards, on verra un petit peu, et il catégorise les dispositifs en différentes catégories, défauts, importants et critiques. Donc tout ça, c'est défini dans les annexes du CRA. Vous pourrez voir annexe 3, annexe 4, par exemple, pour les catégories de dispositifs. Slide suivante. Donc, qu'est-ce qu'un dispositif numérique? On peut reprendre vraiment la définition au niveau de l'article 3 et 2. C'est un logiciel ou matériel, donc un produit logiciel ou matériel qui a des solutions de traitement de données à distance et qui va être mis en vente sur le marché. C'est important. Et qui dispose d'une connexion directe ou indirecte, logique ou physique. Qu'est-ce qui est exclu du CRA de façon explicite? Si on regarde dans la réglementation, ça va être les logiciels libres et ouverts qui ne sont pas mis à disposition sur le marché, sauf quelques exceptions qui sont précisées dans le CRA, les dispositifs médicaux, les véhicules à moteur, l'aviation civile, les équipements marins qui sont déjà couverts par d'autres directives, ainsi que tous les produits développés, modifiés à des fins de sécurité nationale ou de défense. Donc, comme je disais, le CRA va impacter toute la chaîne, principalement les fabricants qui ont le plus de, on va dire, de contraintes, notamment, comme je disais, donc des exigences fonctionnelles qui sont définies à l'annexe 1, partie 1, pour produire, concevoir et fabriquer des produits qui sont sécurisés. Donc, on a des exigences fonctionnelles, ça va être typiquement des mises à jour sécurisées, l'absence de vulnérabilité, des communications qui soient chiffrées, donc confidentielles, intègres, aussi le stockage de données, voilà, ce genre de choses. Et donc, il devra aussi maintenir à jour donc une évaluation des risques de cybersécurité et une obligation, donc ça c'est important, de signalement de tout ce qui est vulnérabilité activement exploitée et d'incidents graves. Et y remédier donc dans un laps de temps qui est spécifié dans le CRA. Ainsi que voilà, donc les autres acteurs autour de ces dispositifs, donc mandataires, importateurs, distributeurs, devront vérifier voilà, que le fabricant, que les produits qu'ils commercialisent, qu'ils distribuent, donc qu'ils importent, respectent ces exigences-là. Et il y a aussi voilà, un petit sur les logiciels ouverts, où là, il n'y a pas tant à respecter certaines exigences-là, il y a surtout l'article 14 qui s'applique sur le signalement des vulnérabilités activement exploitées dans le cadre où ces logiciels pourraient être utilisés dans des dispositifs commerciaux qui vont être commercialisés. Donc, pour ça, l'Europe a spécifiquement émis un Standardization Request pour mandater les organismes de standardisation européens, à savoir donc le CNCLEC et l'ETSI, pour travailler sur des standards horizontaux et verticaux. Donc, le CRA décrit dans son annexe 1, partie 1, des exigences fonctionnelles et elle a mandaté donc ces organismes pour pouvoir traduire ces exigences fonctionnelles en exigences techniques. Et donc, c'est pour ça que ces organismes de standardisation travaillent donc sur la mise en œuvre, sur la description de ce que vont être les exigences techniques que vont devoir respecter les fabricants pour construire un produit. Donc là, je cite quelques exemples, je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, typiquement, CNCLEC travaille principalement sur les
standards horizontaux et ensuite avec l'ETSI sur des standards verticaux en fonction, donc uniquement pour les produits importants, classe 1 et 2 et critiques. Donc là, vous pouvez retrouver le programme de travail qui est dans le lien qui est cité. Il est complet et voilà, il récupère donc, tous les dispositifs qui sont cités dans les annexes 3 et 4 du CRA. D'un point de vue donc, calendaire, juste pour rappeler un peu les grandes lignes, hein, donc septembre 2022, il y a une proposition la prise en compte du risque cyber au niveau européen pour les dispositifs numériques. L'adoption du CRA est faite fin 2024. Aujourd'hui, donc les grandes échéances qui vont arriver, c'est donc juin 2026 où les États membres, à travers la CESID, vont devoir publier donc les organismes notifiés qui vont pouvoir aller évaluer la conformité sur ces exigences-là. En août 2026, donc les organismes de standardisation, eux, vont devoir fournir les exigences techniques justement relatives aux produits importants et critiques, et ce qui va impacter aussi directement les fabricants, c'est septembre 2026 où là, l'application de l'article 14 va rentrer en vigueur, notamment sur ce que je disais, la signalisation des incidents graves et des vulnérabilités exploitées, voilà, avec une obligation de notification aux autorités, aux utilisateurs. Ouais, merci. Donc, voilà pour donner un petit peu le cadre du CRA dans les grandes lignes, hein, on ne rentre pas dans tous les détails. Et nous, aujourd'hui, c'est des choses qu'on regarde de très près et qu'on intègre aussi dans nos développements. Donc, je vais revenir un petit peu sur qui on est dans notre laboratoire du LTSO, largement aussi au triple sec, mais donc c'est une équipe multidisciplinaire hein, qui sont issus pas mal de l'académie de l'industrie voilà, donc spécialisés dans tout ce qui est tests de sécurité, comme j'ai, dans des systèmes embarqués. On travaille avec divers secteurs d'activité qui sont cités ici, hein, l'automobile, l'industrie semi-conducteur, le médical, l'IoT, système industriel et tout ce qui est électronique en public. Et tout ça, en développant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on développe des méthodes, des bancs d'essai, justement pour tester les dispositifs numériques en conformité ou avec différentes exigences, différentes normes qui existent sur le marché, notamment par exemple l'IEC 62443 4.2, qui est pour les systèmes industriels. Et on s'emploie à développer aussi des moyens et des techniques de pénétration de logiciels et matériels toujours plus innovantes. Bon, slide suivante. Merci. Donc, nos missions, elles sont doubles. Hein. D'abord, la recherche, d'être à la pointe du domaine des attaques. Hein. Ça, c'est évident. Et d'aller au-dessus, de viser toujours des systèmes de plus en plus complexes. Donc, comme j'ai dit, donc, les systèmes embarqués, ça va du MCU au MPU. Donc, on essaie de viser aussi on vise d'ailleurs des targets comme les smartphones, ce genre de choses. C'est vraiment des outils, des systèmes qui sont très sécurisés, très complexes à attaquer. Donc, tout ça pour vérifier, caractériser la sécurité des systèmes embarqués, que ce soit de la caractérisation donc, très matérielle hein, au niveau canaux auxiliaires, injection de fautes. Aussi, on regarde la sécurité des interfaces de communication et aujourd'hui, on intègre aussi toutes les nouvelles techniques d'intelligence artificielle qui viennent renforcer nos outils et notre recherche de vulnérabilité. Et on s'adapte aussi à être apte à anticiper toute la menace post-quantique et donc à aller venir caractériser les contre-mesures qu'on y développe. Et donc, la mission double du CEVA, c'est aussi d'aller travailler avec nos industriels pour les aider justement à améliorer la sécurité et à caractériser leurs produits industriels. Donc, pour ça, il y a plusieurs collaborations possibles. Je ne vais pas m'étaler, mais voilà, soit à travers des laboratoires communs, des partenariats bilatéraux ou des collaborations à travers des projets académiques donc européens ou nationaux. Donc, dans notre laboratoire au LTSO, on travaille sur plein d'outils. Il y a plusieurs plateformes. Je vais faire un petit focus sur 3 de ces plateformes principales. Donc, la première, Slibe, tu peux passer la slide suivante. Merci. Donc, Slibe, qui est une plateforme de test automatisé des vulnérabilités de conformité pour les systèmes embarqués. Donc, qui vise principalement les interfaces de communication, donc interfaces physiques au niveau TCP/IP, CAN pour les véhicules, UART, mais aussi sans fil. Donc, on va retrouver du Bluetooth Low Energy, du Wi-Fi, du Zigbee, tout ce qui est industriel, NFC. Et il intègre donc un moteur de recherche de vulnérabilité pour essayer de trouver les vulnérabilités connues sur un dispositif à partir d'une SBOM. Donc, une SBOM, c'est tout ce qui est Software Bill of Material.
hardware, software aussi, on a les HBOM. Tout ça est basé sur le format Cyclone DX qui est assez connu. Et comme on voit sur la photo, donc il y a une IHM qui permet d'être opérée par voilà, vraiment tout en clic-bouton très simplement, que nous on utilise, mais on utilise aussi en interface ligne de commande dans un mode un peu plus expert, plus de recherche. Donc deuxième outil qui est très complémentaire de ça, qui s'appelle Fuzz Engine, qui lui donc se base toujours pareil sur les mêmes interfaces physiques et sans fil, qui permet de faire de la recherche de vulnérabilité de bugs dans les protocoles réseau. Donc tout ça de façon automatisée. Donc voilà, c'est un outil qui va aller orchestrer des campagnes de tests avec différentes stratégies, qui va viser des protocoles spécifiques et voilà, qui va tourner pendant un certain temps pour essayer de détecter des bugs, des crashs, des vulnérabilités dans les dispositifs. Et qui nous sert, nous, voilà, derrière, ensuite, donc tout ça, c'est sauvegardé en base de données pour nous pouvoir post-traiter ces informations-là et retrouver qu'est-ce qui a pu se passer dans le système embarqué. Et donc, une dernière plateforme dont on développe ici, c'est SecBench, donc qui est une plateforme open source. J'ai mis le lien dans les slides. Vous pouvez aller jeter un œil. Donc, c'est une plateforme Python, justement, qui permet de faire de la caractérisation hardware en side channel et en injection de fautes. Voilà, donc elle dispose d'une API qui permet de contrôler vraiment les instruments de laboratoire de mesure afin de faire des acquisitions de traces pendant une longue durée, donc prévoir, planifier des grosses campagnes et venir faire de la post-analyse. Donc il y a toutes les librairies de traitement aussi sur ces traces-là. Tout n'est pas open source. Là uniquement, voilà ce qu'on voit en vert, mais ça vous invite à regarder la documentation et à nous contacter pour plus d'informations. On a d'autres parties qui sont voilà, qui sont chez nous et qu'on. Voilà, donc voilà pour SecBench. On a d'autres frameworks plus avancés. Donc pour finir, donc on parle un petit peu de side channel et de fuzzing. Donc FuzzBlind, c'est un outil qui permet de rajouter du feedback au fuzzing par side channel. MicroLeaker, qui est une librairie embarquée de test sur les attaques micro-architecturales type Warmer, Cache Attack. Dump Analyzer qui lui permet de faire donc pas mal de reverse engineering sur toutes les mémoires non volatiles et aussi voilà Recode. Donc là on est dans du side channel, du reverse engineer pour justement retrouver donc l'exécution de code à travers des traces side channel. Donc on a pas mal d'outils, on a des outils très avancés, des outils très recherche, mais voilà qu'on peut employer pour du reverse engineer, de la caractérisation de hardware, donc des composants. Donc voilà, je vais laisser la parole à Christophe pour moi et puis je reviendrai vers vous pour les questions. Vas-y Christophe. Merci Thomas. Donc Thomas vous a présenté les activités plutôt Red Team du service. Donc là, on va passer plutôt sur les activités Blue Team. Donc je suis Christophe Villemazet, je suis responsable de l'équipe sécurité des systèmes embarqués. Donc pour parler du contexte, de quoi on parle, les systèmes embarqués, c'est à la fois les objets connectés, l'IoT, pour différents domaines d'activité, que ce soit l'automobile, l'industrie, la santé ou encore l'habitat. Et donc l'IoT, les objets connectés, sont plutôt, la plupart du temps, basés sur des microcontrôleurs, donc des plateformes plutôt contraintes, que ce soit en puissance, en mémoire ou encore en autonomie. On travaille aussi sur des plateformes dites Edge, donc c'est plutôt à ce moment-là des passerelles, des gateways, qui sont basés soit sur des microcontrôleurs assez puissants, mais la plupart du temps sur des microprocesseurs. Et donc on a plus de possibilités, que ce soit en puissance, en mémoire ou en autonomie, et aussi on a un système d'exploitation qui est riche. Donc là, je vous ai mis à droite l'approche qui est préconisée par le NIST en 5 étapes, donc identifier, protéger, détecter les incidents, répondre à ces incidents et puis surtout restaurer en cas d'attaque. Donc nous, au sein du laboratoire et au sein du service, on couvre ces 5 étapes de cette approche. Donc toujours de quoi parle-t-on? Les objectifs de sécurité. Sécuriser un système embarqué, c'est protéger 2 types de choses, c'est à la fois les données et le système. Donc les données, c'est s'assurer que les données sensibles et critiques ne peuvent pas être accédées, récupérées, mais aussi pour vous les industriels, c'est protéger votre propriété intellectuelle et industrielle, c'est-à-dire les algorithmes que vous déployez sur le système embarqué, que ce soit des algorithmes simples ou d'intelligence artificielle, s'assurer qu'un concurrent ou quelqu'un d'autre ne puisse pas les récupérer ou les modifier en vue d'attaque.
Et donc, au niveau du système, c'est s'assurer aussi de l'intégrité du système et s'assurer que le système sera toujours disponible et ne peut pas être ouvert, par exemple, pour récupérer des informations soit sur les composants matériels, soit sur les aspects logiciels. Et dans les deux cas, c'est tracer les actions soit de personnes, d'opérateurs, par exemple, ou d'autres machines. Bon, je vais passer rapidement sur l'évolution du cadre réglementaire. Thomas en a parlé. Ces dernières années, le cadre réglementaire a beaucoup évolué et on a vu apparaître de nouvelles normes, notamment autour de l'IA avec l'AI Act au niveau européen. Donc, au niveau européen, on a un grand nombre de normes, NIS 2, le CRA dont Thomas a beaucoup parlé. Et au niveau international, on a une norme, l'IEC 62443, Thomas en a un petit peu parlé aussi, qu'on suit assez régulièrement pour nos clients industriels. Donc là, je vous ai mis rapidement un résumé de cette norme où on voit qu'en fait, c'est un catalogue de normes qui impose des exigences à tous les types d'acteurs, que ce soit le fournisseur, l'intégrateur ou l'exploitant, et donc qui doivent être respectés pour s'assurer que le système embarqué est complètement sécurisé. Donc, l'approche qu'on préconise, on n'est pas les seuls, c'est la sécurité dès la conception du système embarqué, donc ce qu'on appelle la security by design. Donc l'objectif, c'est de minimiser la surface d'attaque, qu'elle soit logicielle, réseau, humaine ou physique. Et nous, on s'intéresse plus spécifiquement aux aspects physiques avec tous les types d'attaques matérielles, donc comme les attaques par canaux auxiliaires ou encore les attaques en faute, par injection de faute, qu'elles soient laser ou électromagnétiques. On doit aussi gérer les privilèges, c'est-à-dire s'assurer que les acteurs qui ont accès au dispositif ont bien les droits et ont bien des permissions, des droits d'accès qui leur permettent d'accéder seulement à ce qu'ils ont à avoir accès. Et on préconise une défense en profondeur avec différentes fonctions de sécurité. L'autre objectif pour qu'on ait un système embarqué complètement sécurisé, c'est d'avoir de la sécurité de bout en bout. Donc, on va commencer par ancrer la sécurité, ce qu'on appelle le root of trust, en utilisant des mémoires protégées, en lecture et en écriture par exemple, et en déployant des fonctions de sécurité comme un démarrage sécurisé ou une mise à jour sécurisée. On va gérer aussi tout ce qui est clé cryptographique pour qu'elle soit secrète et qu'elle ne soit pas récupérée. Et on va sécuriser aussi les protocoles de communication qui pourront être testés ensuite par l'équipe LTSO. Et pour tout ça, on a besoin de composants de sécurité matérielle sur lesquels on va s'appuyer. Donc, la plupart du temps, on utilise des modules de sécurité matérielle du commerce qui existent, donc que ce soit des HSM, des TPM ou encore des Secure Elements. Et on va s'appuyer sur des éléments un peu hybrides entre le matériel et le logiciel qu'on appelle les zones d'exécution de confiance ou TEE. Et le plus connu sur le système embarqué, c'est la Trust Zone qui est développée par ARM. Et on va pouvoir porter des systèmes d'exploitation type OPTI pour pouvoir gérer cette Trust Zone entre l'aspect monde sécurisé et monde non sécurisé en déployant notamment des applications de confiance. Donc, notre proposition de valeur, c'est protéger vos systèmes électroniques et vos données contre les futures cyberattaques, notamment avec de l'IA, au moyen de conception de références sécurisées. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, on s'intéresse exclusivement à l'IoT et au gateway. On ne va pas jusqu'au cloud, puisque là, c'est des PC, c'est d'autres équipes du CEA qui s'en occupent. Et donc, on a déployé deux types de conception de références sécurisées, une pour l'IoT que nous avons baptisée SecIoT et une pour l'Edge qu'on a appelé Segway. Donc, ces conceptions de référence nous permettent de déployer des fonctions de sécurité comme le Secure Boot, le Secure Update, d'avoir des fonctions de sécurité qui sont basse consommation, puisque l'objectif, c'est déployer la sécurité, mais pas d'empêcher le fonctionnement du dispositif. Et puis, par exemple, gérer tout ce qui est clé cryptographique. Sur ces matériels de référence, nous allons pouvoir passer des tests avec le laboratoire LTSO, où on va pouvoir lancer des attaques logicielles matérielles et détecter de nouvelles vulnérabilités, par exemple. On va, d'un autre côté, pouvoir déployer des implémentations sécurisées, comme par exemple autour de l'ALEA, de la cryptographie post-quantique, qui est assez récent, ou encore d'intelligence artificielle. Donc, intelligence artificielle pour la sécurité, c'est-à-dire utiliser des briques d'intelligence artificielle pour détecter de nouvelles menaces, par exemple, ou encore la sécurité de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est déployée de plus en plus sur des objets connectés, sans souci de sécurité.
Et nous avons démontré depuis quelques années déjà que cette intelligence artificielle est vulnérable et peut être attaquée. Et on peut soit la perturber pour lui faire dire n'importe quoi, soit récupérer des informations sur cette intelligence artificielle. Donc, sur la partie Edge, donc Segway, on a mis en place une gateway. Donc, vous avez la photo ici, qui est une photo que nous avons réalisée pour plutôt l'aspect médical. C'est pour ça que la gateway est blanche. Et l'objectif, c'est de sécuriser les aspects passerelles, mais aussi pour les industriels qui développent des dispositifs IoT qui ne sont pas sécurisés dès la conception, en rajoutant cette gateway, ça permet de sécuriser les échanges de communication avec l'extérieur et donc d'apporter un peu plus de sécurité. Sur l'aspect IoT, donc on a développé cette conception de référence, nous avons baptisé SEC IoT, qui vise à garantir l'authentification du système et la confidentialité et l'intégrité des données échangées. Donc, on a déployé tout un arsenal de sécurité que vous devez sûrement connaître, avec de l'anti-tampering pour s'assurer que le boîtier ne sera jamais ouvert et que les potentiels attaquants ou concurrents ne pourront pas récupérer des informations sur le système. Et puis après, j'en ai déjà parlé, du démarrage et des mises à jour sécurisées, de la gestion des clés. Tout ça appuyé sur des composants électroniques matériels. Rapidement, des success stories au niveau du service, donc sur les 2 laboratoires test et sécurité. Donc, on travaille depuis 6 ans déjà avec Schneider Electric sur le domaine de l'énergie. Et donc, on a développé avec eux tout un arsenal de tests pour détecter de nouvelles vulnérabilités et s'assurer que les dispositifs sont bien sécurisés. Et donc, on a travaillé sur la sécurisation de leurs produits avec nos implémentations de référence. Sur le domaine de l'industrie, on a travaillé avec un industriel réseau DEF. Ça fait 8 ans qu'on travaille avec eux. Donc, les premières années, c'était surtout sur les aspects communication, notamment communication sans fil. Et ces dernières années, on a travaillé avec eux pour sécuriser à la fois les communications et sécuriser aussi les produits pour s'assurer que les produits ne peuvent pas être attaqués et que des informations ne puissent pas être récupérées. C'est pour la détection d'incendie, donc il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaise détection ou pas de détection du tout. Et pour finir, on a travaillé aussi dans le domaine du médical avec un partenaire qui souhaite rester confidentiel, où on a encore une fois, apporter nos expertises en matière de test et puis en matière de sécurité, où là, on a apporté notre expertise sur la sécurité de l'intelligence artificielle embarquée, puisque c'était un dispositif médical qui utilisait l'intelligence artificielle pour réguler une fonction physiologique. Et donc, pour finir, notre offre, je suis désolé Florent, j'ai bientôt fini. Donc, en gros, on propose un diagnostic cybersécurité. Tu peux revenir juste un coup. Un diagnostic cybersécurité. Donc, en gros, c'est une analyse de risque où on va évaluer les risques et puis on va faire des recommandations pour atténuer ces risques. Dans un deuxième temps, on peut passer à la sécurisation. Donc, soit Security by Design, j'en ai parlé quand on fait un nouveau produit, où on va garantir la sécurité dès la conception. Ou si c'est un produit existant qu'on veut modifier, apporter des briques de sécurité qui sont adaptées aux besoins et au budget du client. Et puis enfin, on peut apporter notre soutien d'experts avec de l'assistance en matière de cybersécurité des produits. Voilà, j'ai été un peu long, je suis désolé. Je vous remercie. Merci. Alors, ça tombe bien parce que là, tu as fini la slide, la présentation avec une slide sur laquelle j'avais une question. Merci pour cette présentation. Effectivement, si on se raccroche au programme EasyTech sur lequel qui a pour ambition d'aider des PME, est-ce que tu me confirmes effectivement que dans un cadre de travail bilatéral avec une PME, on peut imaginer travailler en phase effectivement sur une analyse, effectivement diagnostic et une évaluation de la sécurité du produit qui existe déjà ou qui va être développé. Ensuite, après, passer sur une phase de security by design pour l'accompagner justement dans ses choix en lui recommandant. Et derrière, après, travailler sur la formation. Est-ce que tout ça, ça peut rentrer dans un cadre de projet EasyTech qu'on pourrait financer j'entends jusqu'à des montants qui est de l'ordre de 250 000 euros. Oui,
Oui, bien sûr. Après, on s'adapte aux besoins des clients. Nous, les architectures de référence qu'on a développées, c'est des tanks pour écraser les mouches. Donc, on ne va pas déployer toutes les fonctions de sécurité pour un produit. On va choisir les fonctions qui sont adaptées aux besoins et surtout pour réduire les risques qui sont présents sur le dispositif. L'évaluation des risques, elle se fait la plupart du temps sur un produit existant. Et puis, quand on se rend compte que ça coûte plus cher de sécuriser ce dispositif plutôt que d'en concevoir un nouveau, et on passe sur la security by design pour garantir la sécurité et s'assurer que tout est protégé. Ok, merci beaucoup. Donc, je vois qu'il y a quelques questions qui apparaissent. Donc, la norme. Tu peux prendre la première. Oui. Ouais. La norme 18031 harmonisée pour la directive RED. En effet, est-ce qu'elle est aussi pour le CRA? Ça tombe bien, la question tombe bien. En fait, il y a, pas plus tard qu'hier, il y avait un petit séminaire. Donc, le Sénélec, il ne faut pas hésiter à aller voir. Ils ont pas mal d'événements. Ils mettent en place aussi des webinaires pour détailler, expliquer ce qu'ils font dans leur programme. Donc, les différents sujets, donc les différents groupes de travail sur les standards harmonisés, donc horizontaux, verticaux. Et donc, notamment là-dessus, donc hier, c'était sur tout ce qui était, donc, ça s'appelle le PT2, les exigences techniques. Et donc, pour ça, ils s'appuient justement donc, sur la norme 18031 pour établir donc, les exigences techniques. Et donc, sur leur site web du Sénélec, vous avez des événements. Le 25 septembre, il y a justement donc, un webinaire en présentiel, même distant, je crois, plus spécifiquement sur ces exigences-là et donc qui détaillera un peu mieux ce qu'il y aura dans le CRA. Parfait. Je peux répondre à la deuxième? Oui. Donc, sur les briques Chery pour RISC-V, il y a deux actions. Effectivement, on va démarrer une thèse sur ces sujets-là pour intégrer et prendre en main Chery sur un processeur d'application RISC-V. Et puis, on discute en ce moment avec Loris, que si je ne me trompe pas, qui développe le Chery IoT, en collaboration avec les équipes de Cambridge. Et donc, on devrait démarrer une phase de caractérisation de ces composants-là. Voilà. L'échéance sur ce deuxième point est moins connue. La partie prise en main de Chery va démarrer cette fin d'année pour l'IOL 3. Donc, c'est ça, vous êtes bien sur l'évaluation et du test de ces briques Chery pour RISC-V. C'est ça, caractérisation et puis d'un autre volet, implémentation sur processeur d'application. Ok, je vais lire l'autre question qui apparaît. Donc, que se passe-t-il si une vulnérabilité est détectée sur un OS qui n'est pas plus maintenu? Dans notre cas, on ne pourrait pas migrer sur une version maintenue car la CPU utilisée n'est plus supportée. Donc, en effet, dans le cas où une mise à jour ne peut pas être faite sur un dispositif qui a une vulnérabilité, tout ça, de toute façon, quand donc ça dépend de l'évaluation qui sera faite sur le dispositif, c'est encore en train d'être défini, mais ça dépendra le module, la façon dont va être évalué le dispositif est définie dans le CRA, ça dépend de la criticité du dispositif, qu'il soit par défaut important ou critique. Donc, on est soit vraiment dans du défaut avec du self-assessment, ou alors on va devoir passer par des laboratoires. Dans tous les cas, s'il y a des vulnérabilités qui sont connues, elles vont devoir être énumérées et on devra expliquer dans un rapport, en tout cas, pourquoi elle ne peut pas être mise à jour ou pas et quel est l'impact de cette vulnérabilité sur le composant pour avertir le consommateur à la fin. Et donc, tout ça, après, c'est l'Union européenne qui donne son marquage. Le marquage. Donc, si ça ne peut pas être mis à jour, ça n'empêchera pas que ça puisse être commercialisé, mais en tout cas, il faut que ce soit documenté. Moi, j'avais une question en 2026, donc il sera notifié des organismes qui pourront évaluer ces exigences, donc ouais. vous en ferez a priori partie. Oui, c'est bien la stratégie du service que d'avoir une entité qui soit agréée pour répondre au CRA. D'accord. Donc, c'est effectivement une certification qu'on obtient avec une accréditation de l'organisme qui délivre cette certification. Okay. Ce n'est pas de l'auto-certification. Alors, pour être accrédité, c'est un nom. Par contre, je crois que ce qu'a présenté Thomas, dans certains cas, ça peut être de l'auto-évaluation. Ça dépend de la criticité du dispositif. Donc, les dispositifs qui tombent, qui ne sont pas couverts dans notre réglementation et qui tombent dans les catégories défaut, donc qui ne sont pas soit importants, classe 1 ou 2, ou critiques, pourront être auto-évalués.
c'est pas une obligation, enfin, c'est une obligation, mais il y a plusieurs modes d'évaluation. L'auto-évaluation fait partie pour les défauts. Même un fabricant qui tombe avec ses dispositifs dans une catégorie défaut peut aussi passer par un organisme notifié pour se faire certifier. C'est pas. Et dans tous les cas, que ce soit auto-validé ou certifié, oui. En fonction de la catégorie, ça permet de délivrer une certification CE. C'est ça. Sinon, on n'a pas le droit. Sinon, on ne pourrait pas commercialiser sur le marché. C'est ça. OK. How do you initiate a cyber attack using the electromagnetic? Donc, c'est tout ce qui est side channel attack et injection de faute, en fait, dans un. Alors, je ne sais pas s'il faut que je réponde en anglais. La question est posée en anglais, je vais continuer en français. Typiquement, voilà, c'est en posant le dispositif sur un banc, soit en injectant un pulse électromagnétique pour venir perturber un composant. Donc, il y a tout un. Je ne vais pas passer le scope des attaques, mais il y en a voilà, tout un pan de domaines qui existent sur les injections de faute électromagnétiques et aussi sur la récupération de secrets à travers l'analyse et l'écoute passive des composants quand ils sont en fonctionnement. Autre question, les OM ne sont pas soumis au CRA car déjà régulés par une norme que je ne citerai pas. Par extension, les tiers appliquent une norme ISO pour accompagner leurs clients. Sont-ils soumis au CRA? Non, s'ils appliquent déjà l'ISO 21434, ils n'ont pas besoin d'être compliant. OK. Donc la norme 18031 est-elle harmonisée pour la directive RED? Donc la réponse est oui pour la dernière question. Est-ce qu'elle l'est aussi pour le CRA? En effet, c'est en cours de construction. Donc comme je disais, les ESO, donc les organismes de standardisation européens, ont été mandatés et ils ont donc pour certaines classes et certains standards verticaux, l'échéance qui est août 2026, il y en a une autre plus tard, j'ai plus la date en tête, mais voilà, il y a deux échéances. La principale, c'est même octobre 2026, sur la livraison des normes harmonisées. Moi, j'ai une question qui me vient aussi, c'est quelle est la politique de propriété intellectuelle dès lors qu'il y a un développement security by design suite à une analyse qui est faite par vous, lorsque c'est une commande venant d'une PME, quelle est la politique au sein de votre équipe? Est-ce qu'il y a une licence qui est proposée? Est-ce qu'il y a une session des travaux? Après, ça dépend des cas. Enfin, quand il y a de l'innovation qui est développée par le CEVA, qu'on met à disposition de la PME, oui, il y a une licence. Et là, à ce moment-là, on discute de la licence avec la PME. Il y a différentes possibilités de financement derrière. Quand c'est quelque chose qui est de l'ordre général, il n'y a pas de licence et on travaille sur contrat. D'accord. OK. Marie-Laure Poté qui. Il y a une information. Donc, le 1er octobre, il y a une journée sur les attaques en faute ouverte à tous, lieu Minatech. C'est Jaif. Donc, c'est Jaif, OK, voilà. À laquelle on va participer d'ailleurs, encore une fois. Merci Marie-Laure. Parfait. Donc, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, je vois que quelqu'un écrit. On va pouvoir clôturer cette présentation. En tout cas, vous retrouverez dans le replay les noms des personnes qui ont présenté. Donc, n'hésitez pas à revenir vers l'équipe directement concernée. Et puis, si vous voulez des détails sur l'accompagnement et le financement dont vous pouvez bénéficier au travers d'EasyTech, venez vers moi. Donc, je m'appelle Florent Bouvier et je suis minologique responsable de ce programme de l'IRT NanoLec. Concrètement, à quelle date faut-il être prêt pour le CRA? On a noté 2026. Oui, je peux répondre à la question. Voilà, c'était, comme je disais, donc là, la première échéance, c'est l'article 14 pour les fabricants, qui est la signalisation, l'obligation de signalement pour les vulnérabilités avérées et pour tout ce qui est incident grave. Et donc, j'ai dit, j'en perds les dates, c'est septembre 2026. Donc, à quand faut-il être prêt? Je pense le plus tôt le mieux.
Grosso modo, alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, le CRA, donc il a été voté en fin 2024, c'est applicable 36 mois après, donc ce sera le 11 décembre 2027. Ok, parfait. Donc, merci à l'équipe. J'en profite pour vous dire effectivement que pour l'IRT NanoElec, le sujet de la cybersécurité des systèmes embarqués est un sujet extrêmement important, prioritaire. Donc, on a aussi d'autres partenaires qui peuvent vous soutenir sur ces sujets-là. On a Captronic qui va pouvoir aussi vous aider, ainsi que au sein de Grenoble INP, le L6. Donc, n'hésitez pas aussi, en fonction des affinités des uns et des autres, de solliciter les différentes structures qui vous semblent les plus pertinentes. Je vous invite, donc en octobre, je crois que la date a été notée, il me semble que c'est le 5 octobre, au prochain webinaire sur lequel le GIPSA Lab présentera effectivement leurs compétences de la plateforme technologique sur la robotique mobile, qui est aussi un des sujets qui met en œuvre tout ce qui est système embarqué et des notions de sécurité par ailleurs de ces systèmes-là. Merci à tous. Merci, bonne journée.